4000 emplois nouveaux seront créés en Lorraine, c'est ce qu'a annoncé ce matin Laurent Fabius qui était à Nancy en compagnie de plusieurs chefs d'entreprise. Un nouveau drame chez les Kennedy, l'un des fils de l'ancien sénateur Robert Kennedy est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel aux États-Unis. David Kennedy avait été soigné pour toxicomanie. L'euthanasie de nouveau dans l'actualité après la diffusion en Allemagne fédérale d'un document réalisé par un cancérologue. Vous verrez dans ce journal ce document qui est terrible. Count Basie est mort, avec lui disparaît l'une des grandes figures du jazz. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité passe ce soir encore par la Lorraine. Le ministre du redéploiement industriel était aujourd'hui à Nancy où il devait, conformément à ses engagements, annoncer un premier train de mesures concrètes pour relancer l'activité dans la région. Alors, beaucoup de chiffres ont circulé ces dernières semaines et on estimait à 1 millier le nombre d'emplois nouveaux qui allaient être créés dans le bassin lorrain. En fait, M. Fabius venait avec de bonnes nouvelles puisqu'il annonçait tout à l'heure la création prochaine de 4000 emplois. Le détail de ces décisions avec Martine Gilson. 2000 emplois seront créés dans les 3 ans qui viennent par le secteur public. La CGE Alstom embauchera dès cette année. Viendront ensuite Renault, la CIT Alcatel, Thomson et Rhône-Poulenc Chimie. Par ailleurs, les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom seront accélérées. Le secteur privé, lui, créera 1000 emplois grâce à l'implantation d'une quinzaine d'entreprises. Parmi elles, une petite PME anglaise d'ordinateurs individuels qui va s'installer à Longwy. Enfin, 1000 emplois seront créés par le secteur tertiaire. Ainsi, le CNRS installera en Lorraine un centre de documentation scientifique et technique. Oui, alors Laurent Fabius n'était pas venu seul en Lorraine, il était accompagné de plusieurs chefs d'entreprise susceptibles de venir s'implanter dans cette zone de reconversion. Ce sont eux, entre autres, qui vont contribuer à la création d'emplois en Lorraine. Roselyne Koskas et Laurent Carenzo étaient du voyage. La journée avait mal commencé pour Laurent Fabius. Barrage de sidérurgistes, incident avec les forces de police, agression contre les voitures de la télévision. Malgré cette tension, les discussions avec les syndicats se déroulaient dans un climat serein. Laurent Fabius faisait part de ses propositions et les syndicats, avec des nuances, considéraient certaines mesures comme positives. Nous portons une appréciation positive sur cet entretien car le ministre est venu apporter un certain nombre de précisions à la fois sur le plan acier pour le rediscuter en Lorraine et également pour diversifier le tissu industriel. Et nous avons noté des propositions concrètes et précises qui doivent redonner l'espoir à cette population lorraine. Le gouvernement campe sur ses positions, désaccord et pour nous nécessité de poursuivre la lutte au niveau de la sidérurgie, des mines de fer en Lorraine et voire même de toute la Lorraine pour faire bouger enfin le gouvernement sur le plan acier. Deuxième chose qu'il faut dire honnêtement, il y a des propositions de diversification industrielle, des propositions concernant des mesures financières ou techniques qui nous semblent à première vue intéressantes si elles se confirment car on est méfiant en Lorraine, on a déjà été échaudé. Là aussi il faudra que l'action des travailleurs permette que se concrétise ce qui a été promis concernant la diversification. Dans l'après-midi, le calme revenait sur la place Stanislas. Et à la préfecture, Laurent Fabius présentait au conseil régional les industriels décidés à investir en Lorraine. Ils étaient là au grand complet, représentant Renault, Rhône-Poulenc, la CGE avec Georges Pébreau et même un investisseur anglais. Parmi eux, Alain Gomez, PDG de Thomson, qui décide de créer 800 emplois et qui explique son choix. La question qui se posait était de savoir si il était économique et rentable de l'installer en France. Traditionnellement, pour cette activité, en effet, la concurrence nationale généralement implante ces activités dans des pays à bas taux de main-d'œuvre. Il se trouve que depuis quelques années, les conditions industrielles ont changé. Les procédés sont devenus beaucoup plus robotisés, beaucoup plus automatisés, et un calcul économique serré montre qu'on a des conditions très serrées. On peut justifier un investissement rentable de ce type d'activité en France. À partir du moment où c'est la France, pourquoi pas la Lorraine? Parce qu'il y a exonération de charges sociales. Bien sûr que ça rentre bien entendu dans les considérations, bien entendu, l'exonération de charges sociales, aide financière, bien sûr. À la fin de cette journée chargée, Laurent Fabius tirait le bilan des discussions. Et il faut qu'on essaye d'unir nos bonnes volontés. C'est un petit peu le message que j'ai voulu faire passer, c'est-à-dire volonté. On a la volonté avec les Lorrains d'essayer de s'en sortir. Continuité, parce que ce n'est pas l'action d'un jour, c'est une action qui est sur plus long terme.
et efficacité, parce qu'on n'est pas là pour parler du sexe des anges, mais pour avancer concrètement. Vous avez l'impression d'avoir été complètement entendu? Écoutez, il faudra demander à mes interlocuteurs quelle a été leur réaction, mais j'ai le sentiment que le climat et les débats qui ont eu lieu avec tous les partenaires ont été, enfin moi le sentiment que j'en tire, c'est que c'était positif. Ouais. Une certitude, au terme de cette journée marathon, Laurent Fabius a tenu ses promesses. Il est venu en Lorraine, il a apporté des emplois. C'est un gage de crédibilité pour une Lorraine habituée aux espoirs déçus. Cela dit, deux problèmes subsistent. Comment convaincre la CGT et avec elle le Conseil régional de Lorraine? Comment les convaincre donc que l'heure n'est plus à la révision du plan acier? Deuxième problème, comment, au-delà de l'opération pilote d'aujourd'hui, continuer d'attirer des industriels en Lorraine? Il y a encore pour la sidérurgie 12 000 postes à trouver. Oui, le social toujours avec la direction des chantiers navals Normed qui maintient son plan de réduction des effectifs. C'est ce qu'annonce le syndicat au terme d'un comité central d'entreprise. 3 325 emplois devraient disparaître sur 10 836. Et puis une confirmation, la hausse des prix pour le mois de mars a été de plus 0,7%. C'est le chiffre officiel publié tout à l'heure par l'INSEE. Conclusion immédiate, l'inflation aura été de 2% pour le premier trimestre de cette année. Vous savez que le gouvernement souhaite limiter cette inflation à 5% pour l'ensemble de l'année 84. Les manifestations se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, ce sont les professions libérales qui défilaient à Paris à l'appel de l'UNAPL. Ils étaient 50 000 à manifester. Avocats, médecins, architectes, notaires, 63 professions libérales défilaient cet après-midi à Paris à l'appel de leur union nationale. Les manifestants venaient de toutes les régions de France, sauf la Lorraine, dont les voies de chemin de fer ont été coupées ce matin par les sidérurgistes. Les professions libérales protestaient, selon leurs représentants, contre les restrictions de liberté apportées par le gouvernement à l'exercice de leur métier et contre la concurrence déloyale des pouvoirs publics. Si ça continue, nous serons plus sinistrés que la sidérurgie. Je l'ai dit, je sais que ça fait scandale. C'est la vérité. Nous allons devenir sinistrés comme les autres, plus que les autres. Et demain, les Français se réveilleront. Il n'y aura plus de profession libérale. Ils auront des fonctionnaires. Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de la Liberté, pont de Grenelle, les manifestants se sont retrouvés pour un meeting au pied de la Tour Eiffel. Ils scandaient des slogans hostiles au président de la République. Mais la manifestation s'est dispersée dans le calme. Polémique sur le nombre de manifestants hier lors des défilés pour soutenir l'école publique. Des chiffres extrêmement difficiles à déterminer avec précision. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de manifestants au défilé de Paris, par exemple. Mais chacun avance le chiffre qui l'avantage le plus. Une nouvelle preuve des difficultés qu'il y a à quantifier de telles grandes manifestations. Sur le plan politique, à noter que le député socialiste André Laignel vient d'annoncer que le Parti socialiste allait donner mandat à son groupe parlementaire afin que le projet de loi Savary soit amélioré et que les laïcs s'y reconnaissent. Les 6 viticulteurs arrêtés hier après l'incendie criminel du centre Leclerc de Carcassonne, les 6 hommes ont été placés en détention provisoire. Ils risquent de 5 à 10 ans de prison et de 5 000 à 200 000 francs d'amende. Les comités d'action viticole de la région se sont immédiatement réunis pour envisager une riposte après ces inculpations. Une petite phrase du président de la Commission européenne, M. Gaston Thorn, qui a rencontré tout à l'heure François Mitterrand à l'Élysée, et cela à la veille du voyage en Italie du chef de l'État. Pour M. Thorn, on ne peut pas spéculer indéfiniment à la baisse contre l'Europe, et c'est maintenant l'heure de la vérité. M. Thorn souhaite que l'on trouve une solution aux problèmes les plus délicats avant le sommet des 24 et 25 juin prochains. Un jeune homme retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel aux États-Unis, ce serait un fait divers banal si le jeune homme en question ne s'appelait pas David Kennedy. C'était l'un des enfants du sénateur Robert Kennedy, assassiné en 1968, 5 ans après son frère John Kennedy. Une nouvelle marque du destin sur cette famille déjà très éprouvée. Jean-Claude Darigo. Il avait la fortune et un nom prestigieux, David Anthony Kennedy, et pourtant, on a retrouvé son cadavre ici, dans l'une des chambres d'un hôtel de Palm Beach, en Floride. Accident cardiaque, overdose, on attend les conclusions de l'enquête. David Kennedy, de même que son frère, était de toute façon connu pour ses problèmes avec les stupéfiants. Il était le 4e des 11 enfants de Bob Kennedy et probablement celui que l'assassinat de son père avait le plus perturbé.
Voilà un enfant qui a 7 ans quand son oncle meurt et 12 quand son père meurt. Il est donc tout à fait conscient à l'époque de la tragédie qui s'abat et sur lui et sur sa mère et sur les autres. Il la vit et surtout ce qu'il vit, c'est le manque de père, le manque d'oncle, le manque d'une autorité, d'une tutelle. Car bien sûr, il y a Teddy, le dernier, mais Teddy, il ne peut pas à lui tout seul être le père de 14 ou 18 enfants, garçons et filles. Et par conséquent, voilà des enfants qui, d'une part, sont porteurs d'un nom prestigieux, mais qui est à la fois un nom très lourd à tenir, à assumer. Deuxièmement, assez riches pour un peu croire qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et troisièmement, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus une autorité suffisante pour les tenir. Alors ils vont un peu dans toutes les directions, ils passent à travers des tas d'épreuves, et pourvu que la fibre morale ou physique soit un peu plus fragile ou faible que d'autres, ils peuvent se laisser tenter par la drogue. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, c'est l'illustration de ce qu'on peut appeler la tragédie Kennedy, qui hélas, ça n'est qu'un épisode. Mais il faut bien voir aussi que c'est une autre illustration beaucoup plus générale, c'est qu'à partir de l'instant où David Kennedy a touché une fois à la drogue, à cette drogue dure, il s'était condamné à mort, à plus ou moins long terme. Il y a deux choses dans cette affaire. Il y a la tragédie d'une famille célèbre, mais il y a d'autre part le fait qu'on ne touche pas à la drogue, parce que la drogue tue. Qu'on soit un chanteur de rock célèbre, un petit noir inconnu du ghetto ou un Kennedy. Nous espérons que David a enfin trouvé la paix qu'il n'avait pas connue pendant sa vie, a déclaré Edward Kennedy, l'oncle de David. Une phrase qui, hors des grands débats politiques, montre les Kennedy tels qu'ils sont aujourd'hui, une famille marquée une nouvelle fois par le malheur. 21 coups de canon, les Chinois avaient bien fait les choses pour accueillir Ronald Reagan à Pékin, une bienvenue dans les formes mais qui ne manque pas d'une certaine saveur lorsqu'on se souvient que le président américain était récemment encore l'un des adversaires les plus farouches de la Chine communiste. Mais c'est aujourd'hui le temps du réalisme, Ronald Reagan est aux affaires et l'élection présidentielle pointe à l'horizon. Le numéro 1 américain va donc rester 6 jours en Chine et il aura 10 heures d'entretien avec les dirigeants de ce pays. Jean-Marc Ilouz. Hu Jing, Hu Wei. Mutual respect and mutual benefit. 4 mots en chinois pour dire à 1 milliard d'hommes, respect mutuel, bénéfice mutuel. Voilà pour le premier message de Ronald Reagan à la Chine. La Chine populaire qui a finalement déroulé son plus beau tapis rouge pour un président américain dont la vieille amitié envers l'autre Chine, la Chine nationaliste, reste toujours bien coupable aux yeux des dirigeants communistes de Pékin. Au nom du respect mutuel, on fermera donc un instant les yeux sur les différences idéologiques. Restent donc les bénéfices mutuels. Le candidat Reagan avait besoin de ce voyage-là pour redorer à la télévision américaine une image internationale bien ternie par l'échec américain au Liban. La Chine, elle, veut jouer la carte de la modernisation. De nouveau une politique d'ouverture sur l'extérieur, raison économique bien sûr, et quel meilleur partenaire que la puissante Amérique pour parler investissement et surtout coopération nucléaire. Une Amérique qui de Pékin veut aussi faire savoir à l'URSS qu'en Asie comme en Europe, la puissance militaire soviétique inquiète et qu'à défaut de pouvoir en parler à Moscou, l'Amérique réarmée de Ronald Reagan sait être entendue du plus grand pays communiste du monde. Mutual respect and mutual benefit. Au Brésil, les députés ont rejeté l'amendement qui prévoyait l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est donc la déception et la tristesse pour les partisans de ce mode de scrutin qui avaient manifesté en masse ces dernières semaines pour tenter de convaincre leurs représentants de voter ce texte. Au Liban, le président de la République, M. Gemayel, a désigné le Premier ministre. Il s'agit de M. Rachid Karameh. C'est un musulman sunnite, considéré comme l'un des alliés les plus fidèles de la Syrie. La preuve, s'il en était besoin, de l'influence grandissante de Damas dans la politique libanaise. Par ailleurs, un gendarme français a été tué tout à l'heure à Beyrouth. Il a été abattu de 2 balles tirées à partir d'une voiture alors qu'il gardait l'ambassade de France. C'est le 2e attentat anti-français depuis le départ des Marsouins au début de ce mois. Nuit bleue en Guadeloupe où 14 attentats à l'explosif ont été commis la nuit dernière. Ils n'ont pas été revendiqués pour l'instant. Les derniers attentats remontaient au 4 février dernier. Des dégâts importants mais pas de victimes en Guadeloupe. Ces attentats visaient des objectifs symboliques de la présence française. Ainsi, par exemple, à Pointe-à-Pitre, 3 attentats ont eu lieu. Devant la maison d'arrêt, la gendarmerie et la chambre de commerce. D'autre part ont été visées la perception de Sainte-Rose, la nouvelle gendarmerie de Sainte-Anne et la perception de Port-Louis.
Ces 14 attentats ont été commis aux environs de 4 heures, heure locale, et toutes les charges étaient de faible puissance. Les premières constatations laissent à penser que les poseurs de bombes, qui ont agi de façon parfaitement synchronisée, cherchaient avant tout l'action spectaculaire. Cette série d'attentats est jusqu'à présent non revendiquée. Cependant, elle pourrait être attribuée à l'ARC, l'Alliance Caraïbe Révolutionnaire, organisation indépendantiste en lutte contre toutes les formes de représentation française en Guadeloupe. Le 14 novembre 1983, elle avait revendiqué l'attentat à la préfecture de Basse-Terre. Cet attentat avait fait 23 victimes. Bernard Pesquet, reconnu coupable de 5 assassinats, dont celui de sa femme, vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pas de circonstances atténuantes. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont mis moins d'1 heure pour arrêter leur sentence. Vous allez maintenant voir un document que vous n'oublierez pas, un de ces documents qui donne froid dans le dos et qui pourtant pose une question fondamentale. Les malades qui souffrent et qui sont incurables ont-ils le droit à la mort ? Un médecin allemand vient de relancer ce débat en fournissant à une malade qui souffrait terriblement une dose de cyanure. Et pour que les choses soient claires et que le débat soit véritablement posé sur la place publique, il a publié un compte-rendu de cet acte, de même qu'une bande vidéo tournée à cette occasion. Vous allez le voir, cela pose une question vraiment terrible. Michel Meyer. Cette femme de 69 ans, défigurée par le cancer, ne veut plus vivre. Après 13 opérations, elle implore son chirurgien, le professeur Hacketal, de la libérer, de lui offrir le moyen de mourir. Une scène filmée par le professeur lui-même à destination de la justice pour prouver la volonté de la malade. Cette femme désespérée est morte 2 heures après ce dialogue, après avoir avalé un gobelet de cyanure que lui promet ici Julius Hacketal. Ce poison lui a toutefois été administré par l'une de ses proches. J'ai la conviction, nous dit ici le professeur Hacketal, que nous devons, dans des circonstances et cas précis et contrôlables, dépasser la situation et la loi actuelle. Les médecins ont le devoir d'aider de façon active certains malades à mourir. Je souhaite même que cela devienne encore plus agréable pour les patients, avec mise en place d'un goutte-à-goutte en présence des proches réunis autour du lit, au moment même où le malade s'endormira. Il reste que la justice allemande aura à se prononcer sur l'acte d'euthanasie du professeur Hacketal. En termes de droit, il n'a pas tué, mais seulement donné à une malade les moyens de se suicider, et encore à travers une tierce personne. Mais son geste est devenu le thème de conversation numéro 1 du congrès de chirurgie qui se tient en ce moment à Munich. Le monde médical allemand est divisé, autant que les juristes d'ailleurs, dans un débat qui ne fait que s'enflammer. Alors après ce document qui pose le problème de façon extrêmement violente, nous avons voulu avoir la réaction d'un grand cancérologue français qui est souvent confronté à ce genre de situation. Le professeur Léon Schwarzenberg, votre réaction à chaud, vous venez de voir ce document, qu'en pensez-vous? C'est un document terrible. Terrible parce que le rôle d'un médecin, c'est surtout d'un cancérologue, c'est de guérir le plus souvent possible, de faire vivre le plus longtemps possible et de permettre de vivre le plus confortablement et le moins malheureusement. Vous-même, vous avez déjà été amené à faire le même genre de choses que ce médecin allemand, c'est-à-dire pratiquer l'euthanasie? Malheureusement, oui. Vous avez vu le visage de cette femme défigurée, meurtrie. La vie avait déjà disparu de son visage. Elle me rappelle une vieille dame qui, meurtrie elle aussi, me disait « Vous ne pouvez pas comprendre, pour vous la couleur du ciel elle est bleue, pour moi elle est grise. Le matin qui se lève est toujours un matin terrible. Aidez-moi à m'épargner des matins. » Et le visage de cette femme m'a fait souvenir d'une jeune fille de la région de Bordeaux, dont la moitié du visage gardait le souvenir admirable de son visage passé, et l'autre moitié était mordue par une tumeur sanglante, nauséabonde, et sa mère téléphonait désespérée en disant « On ne peut rien faire, il reste une carabine, mais je n'ose pas l'utiliser, je la retournerai après contre moi. » Heureusement, cette jeune fille a pu s'endormir paisiblement. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir exorbitant pour les médecins que de décider qui va vivre et qui va mourir? Le pouvoir exorbitant, c'est malheureusement de ne pas pouvoir guérir, si je puis dire. C'est ça, l'absence de pouvoir. Mais
Il s'agit d'un problème de conscience, je crois, qui s'est posé à ce médecin allemand. Et j'imagine qu'il a dû montrer le film parce que c'était trop lourd à supporter tout seul. Il a voulu faire partager son drame par les téléspectateurs allemands et éventuellement par nous. Vous savez, quand vous êtes confronté à ce problème, de toute façon, la réponse est mauvaise. Si vous n'accordez pas la disparition de l'existence impossible, vous êtes sauvage, vous êtes cruel, puis si vous l'accordez, vous n'êtes pas en accord avec votre métier. Alors vous répondez le moins mal possible. Certains répondent que le moins mal possible, c'est de laisser la vie avec une majuscule se poursuivre malgré tout. Certains d'autres, dont je fais partie, pensent qu'au contraire, il faut respecter jusqu'au bout la vie et le désir de liberté de la malade, ou du malade, et lui permettre de décider lui-même avant que la mort qui avait déjà rongé ce malheureux visage fasse son œuvre. Le malade décide, mais c'est le médecin qui va l'aider à mourir dans cette affaire. Oui, bien entendu. C'est un accord entre deux consciences. Est-ce que vous pensez qu'il faut une réglementation dans le domaine de l'euthanasie? Sûrement pas. C'est un problème de conscience qui ne peut se régler qu'à ce niveau, dans cette espèce d'isoloir qu'est notre conscience et celle du malade. Et je pense que toute réglementation qui permettrait à qui que ce soit d'arrêter une existence, c'est une réglementation maudite, surtout dans un pays où on vient d'abolir la peine de mort. Je crois qu'il y a un risque à courir comme dans les actes les plus difficiles de notre existence, mais ce risque, il faut savoir le courir, quitte à assumer ultérieurement toutes les conséquences éventuellement juridiques d'un tel acte. Un procès, par exemple. Par exemple. Merci, monsieur. Un sujet à ne pas manquer tout à l'heure sur Antenne 2. Il fait l'objet d'un magazine spécial de notre rédaction à partir de 21h30. Son titre, Un espion qui vient de l'extrême droite. L'un des leaders de l'extrême droite européenne a décidé de changer de bord après 20 années d'activisme. Mais avant de se retourner, il a emmené une équipe d'Antenne 2 découvrir ce que l'on peut considérer comme la face cachée de l'extrême droite. Il révèle notamment la manière dont sont réalisées et financées certaines opérations terroristes. Un document extrêmement troublant. L'homme en question s'appelle Ray Hill. On connaissait le triste folklore de l'extrême droite, sa musique, son cérémonial. Mais pour aller au-delà des apparences, il fallait un témoin. Le voici, en 1983, faisant du porte-à-porte, candidat de l'extrême droite aux élections en Angleterre. Il a milité 20 ans, en Europe et en Afrique du Sud. Il se nomme Ray Hill. À l'origine, il a milité contre l'immigration et de fil en aiguille, il s'est retrouvé au British Movement, national-socialiste, nazi. Sa fidélité a duré 15 ans. Quand j'ai réalisé l'ampleur du danger, les horreurs qui se commettaient, les innocents que l'on brûlait, les maisons que l'on incendiait, je suis resté. J'ai pensé que je pourrais faire plus de l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le mouvement d'extrême droite européen, qui êtes-vous? Un agent en sommeil. Ray Hill témoigne donc contre le terrorisme aveugle de l'extrême droite. Ces révélations font remonter les souvenirs. Bologne, l'attentat, 82 victimes. C'est aussi un monde de réunions occultes qui apparaît au grand jour. Ici, à Los Angeles, les idéologues d'extrême droite nient l'importance de l'Holocauste. Enfin, à Paris même, Ray Hill connaît bien les appartements qui servent de planque aux militants d'extrême droite, pour des trafics en tout genre. You still got the M16? Yeah, it's always go to buy them because it's legal in France. Look that, it's legal. Hold that. Beautiful. That's the 44 Magnum. A regular 44 Magnum. How much? 2,000 francs. That much? Why are you talking to us? Alors pourquoi parlez-vous aujourd'hui? Pour empêcher des jeunes d'être entraînés sur ce chemin, comme je l'ai été. Les révélations de Ray Hill, ce sera donc le thème d'un magazine d'1h15 ce soir sur Antenne 2 à 21h30, un magazine spécial de notre rédaction.
Le sport avec Platini en vedette hier soir dans la Coupe d'Europe. Il a disputé l'un de ses meilleurs matchs contre l'équipe de Manchester United. Une bonne nouvelle à un mois et demi de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations. Roger Zabel. Quand Platini va, tout va. Et surtout la Juventus de Turin, vainqueur de Manchester par 2-1 hier soir et qualifié pour la finale de la Coupe des Coupes. Michel Platini, c'est lui, le plus italien des Français, dispose de la meilleure acuité visuelle du football européen. Il a vu Boniek et Boniek a vu qu'à gauche, de l'extérieur du pied, il pouvait marquer. Platini, c'est encore lui, non seulement il voit bien, mais sa précision n'a pas d'égal dans les pieds de Vignola pour Bonini, mais Bailey, le gardien de Manchester, est plus rapide. Platini, c'est toujours lui, à droite, l'air de rien pour Tardelli. On croit qu'il s'est arrêté, Platini, mais pas du tout. Il frappe, mais Bailey est encore bien placé. Platini, c'est encore et toujours lui qui ouvre sur Boniek. En retrait pour Tardelli, qui tombe une fois de plus sur le fameux Bailey. Et sur ce corner qui va récupérer le ballon, Platini, bien sûr, passe lobé sur la tête de Rossi. Bailey détourne. Mais malgré Platini, Manchester va égaliser après cette première tentative de McGrath par Whiteside. Et le croiriez-vous, le but de la victoire, ce n'est pas Platini qui va l'amener, mais Chirea. Récupération de Rossi et but. Viva Rossi, mais vive Platini. Et après notre dernière édition du journal de 23 h, vous pourrez suivre une édition spéciale Coupe d'Europe avec nos spécialistes du football réunis autour de Thierry Roland. Jacques Lang a annoncé ce matin une série de 10 mesures destinées à aider la danse en France, des mesures qui concernent aussi bien les danseurs que les chorégraphes et les directeurs de troupes. Les plus importantes sont la création de 12 centres chorégraphiques nationaux dans 12 régions françaises, l'établissement d'un fonds de promotion chorégraphique dont une commission présidée par Georges Hirsch examinera les demandes d'aide à la création. Autre mesure, la création de plusieurs chaires d'enseignement de danse contemporaine et classique. Enfin, de grands travaux devraient emmener l'école de l'Opéra à Nanterre et offrir de nouveaux locaux à la Villette pour le conservatoire de danse. Sa silhouette était légendaire, un petit bonhomme tout rond qui effleurait les touches du piano avec un éternel sourire en direction de ses musiciens et du public. Count Basie est mort aujourd'hui à Hollywood, il avait 79 ans et c'était l'une des dernières grandes figures du jazz qui avait triomphé dans les années 40. Mais Count Basie demeurait un immense musicien qui n'a jamais cessé de sillonner le monde à la tête de sa formation. France Roche. William Bill Basie, qui n'était pas plus comte qu'Ellington n'était duc, mais dans le jazz les surnoms comptent plus que les noms, est mort à Hollywood, il avait 79 ans. Depuis 4 ans, il se déplaçait difficilement à l'aide d'un bizarre petit vélo électrique. Cela n'avait pas empêché la cité de New York de lui fêter son anniversaire en 82 avec lâcher de ballons, cadeaux, concerts gratuits et services d'ordre. Le dernier concert de celui qui avait accompagné Bessie Smith reçut les conseils de Fats Waller, joué avec Ella Fitzgerald, Ellington, Sarah Vaughan ou Sinatra. Premier disque de Count Basie, moi je l'ai écouté, je devais avoir 13 ou 14 ans, c'était en 38, 39, One O'Clock Jump, Topsy. Après la guerre, eh bien Basie est revenu en France. Lui-même, avec son orchestre, en 54, je m'en souviens, c'était un spectacle formidable parce que c'était le roi du grand orchestre. Sa présence était assez discrète en fait. Il jouait du piano très économiquement, de temps en temps une note sur le bout du clavier, mais cette note, ça relançait tout l'orchestre, et puis c'était le maître du tempo, le maître du swing de masse, comme avait dit André Oder. Et il passait à travers les années, les styles, toujours fidèle à sa manière de jouer, c'est-à-dire toujours jamais à la mode, mais jamais démodé. Il y avait des solistes formidables avec lui, des arrangeurs excellents. Enfin, c'était un monument de l'histoire du jazz. Et avec lui, je crois que, et puisque Duke Ellington est mort maintenant il y a quelques années, ben je crois qu'il n'y a plus de grands chefs d'orchestre, de grands orchestres de jazz dans cette musique.
Oui, j'apprends à l'instant que les familles des diplomates britanniques ont finalement pu quitter la Libye. Ils ont pu quitter Tripoli pour Londres cet après-midi après une longue attente à l'aéroport due à des raisons techniques apparemment. 30 personnes ont pu embarquer à bord d'un vol spécial qui donc va rapatrier les diplomates britanniques qui étaient en poste à Tripoli en Libye. Et puis les résultats du quartet maintenant, voilà le panneau, il fallait jouer le 1, le 13, le 10 et le 12, une combinaison qui rapporte et qui rapporte bien dans l'ordre puisqu'elle rapporte 363 336 francs, près de 36 millions de centimes, et dans un ordre différent, 30 278 francs, cela dans les deux cas pour 5 francs. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré et des incendies qui ont commencé un peu partout en France. Vous m'auriez dit le Midi, mais c'est un monde. 1600 hectares de forêt ont déjà brûlé en Bretagne, dans le Morbihan, le Finistère et les Côtes du Nord. 150 hectares de pins ont été ravagés par le feu en Charente. 500 hectares de forêt en Dordogne sont partis en fumée, jusqu'à la région parisienne où 5 hectares des bois de Meudon ont brûlé hier soir. La cause de ces incendies, un début de sécheresse, bien sûr. Dans l'ouest, le sud-ouest, le centre-est, les pluies pour ce mois d'avril sont de 80% inférieures aux normales saisonnières, 50% pour le sud-est. Hélas, on ne voit pas arriver la pluie car au-dessus de nos têtes, l'anticyclone est coriace, il ne bouge pas. Regardez l'animation satellitaire de la météo nationale. Ce ne sont pas ces malheureux nuages qui viennent du Danemark et qui se désagrègent, comme vous le voyez, au fur et à mesure qu'ils avancent vers le sud. Ce ne sont pas ces malheureux nuages qui nous donneront beaucoup d'eau. Quant aux orages d'Espagne, eh bien, on les attend toujours. Regardez la carte pour demain. C'est du soleil partout, comme ces jours derniers. Vraiment du grand beau temps, avec simplement du nord-est au Jura et au nord des Alpes, quelques nuages passagers donnant le soir quelques petites ondées, et c'est pas sûr. Possibilité d'orage en Corse, possibilité d'orage sur les Pyrénées, partout ailleurs. Grand soleil et prédissipation de quelques brumes sur l'Aquitaine. Ce sera la même chose pendant les 2-3 jours qui viennent. Côté température, stationnaire ou en très légère baisse, toujours au-dessus des normes saisonnières, de 17 à 24 degrés sur la moitié nord et de 18 à 25 degrés sur la moitié sud. Ça ne bouge donc pas beaucoup. Demain, vendredi 27 avril, 3 minutes de soleil en plus. Levé 6h36, couché 21h tout rond à Paris. C'est la Sainte Zita qui, je l'espère, protégera tout le monde pour les départs de demain. Bison futé, voici la diapositive. Départ défavorable entre 15h et 24h, surtout pour la région parisienne, et surtout entre 18h et 24h, ce sera épouvantable. À 22h50, Jacques Ségui vous présentera le dernier journal. Bonsoir, à demain 20h.